Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter mes dernières lectures. Soyez indulgents parce que je vais remonter très loin puisque certaines de mes lectures, je les ai effectuées en juin. Donc je vais essayer d'être relativement succincte, déjà parce qu'il y en a un petit nombre et aussi parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc je vous invite à aller voir mon blog si jamais vous souhaitez plus de précisions sur l'un ou l'autre livre que je vais vous présenter aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai lu une bande dessinée, Que du bonheur ou presque mon quotidien de maman débutante, signée par Céline Charles, donc au dessin et au scénario, et publiée chez Bambou. C'est une amie qui me l'a offert suite à la naissance de mon fils, et j'ai vraiment apprécié lire cette BD. C'est rien de nouveau, mais ceci dit, c'est super sympathique à lire lorsqu'on est futur parent ou jeune parent. Ça permet de déculpabiliser à fond, ça nous montre que tous les parents font des erreurs, mais que chacun fait de son mieux, et tout est écrit et dessiné avec beaucoup d'humour. Si vous êtes féru des petits sketchs qu'on peut trouver comme ça sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, je pense que vous apprécierez cette lecture. D'ailleurs, Céline Charles s'est fait connaître sur internet et elle a un blog qui s'appelle Copine. Je veux vous le mettre en barre d'infos pour que vous puissiez un petit peu voir ce qu'elle fait. Si jamais ça peut vous donner envie de découvrir davantage son travail. En tous les cas, moi j'ai apprécié ce livre que j'ai lu très rapidement après la naissance de mon fils. D'ailleurs, il me semble que je l'avais dans les bras lorsque je l'ai lu et c'était un petit moment très sympa. Ça se lit très vite évidemment, je pense qu'en une demi-heure c'était fait. Mais c'est une vraie bouffée d'air frais et si vous êtes vous-même parent, je vous la conseille, elle est très sympathique. Encore une fois, je ne vais pas m'attarder parce que ce livre, je pense qu'il n'y a pas mille et une choses à en dire. Il s'agit de Harry Potter et la Coupe de Feu, écrit par J.K. Rowling et publié ici dans l'édition Deluxe Gallimard Jeunesse. J'avais envie d'une petite relecture et quoi de mieux que Harry Potter, cette lecture doudou par excellence. J'ai fait une vidéo complète à sujet de ma relecture qui était lecture en direct, quelque chose comme ça. Je vais vous la faire apparaître dans le petit i et je vais également vous mettre le lien de la vidéo en barre d'infos. Donc du coup voilà, je pense que j'ai déjà tout dit à propos de ce livre et je ne vais pas en dire plus, mis à part le fait que c'est toujours un vrai bonheur de relire Harry Potter. On part dans un tout autre registre avec une lettre de vous de Jessica Brockmoll publiée chez Presse de la Cité. Ce livre m'a été offert par ma copine Nina il y a très longtemps, je pense que ça se compte en années et je n'avais toujours pas sorti de ma palle. Mon congé maternité aidant, je me suis dit que c'était l'occasion et j'ai adoré ce livre. C'est un roman historique puisqu'il se passe pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, mais c'est aussi et avant tout une jolie histoire d'amour. De plus, oui parce que ce livre a plein de cordes à son arc, il s'agit d'un roman épistolaire, donc nous suivons des échanges de lettres et moi j'adore. J'adore les guerres mondiales qui sont un sujet qui m'intéresse, un roman épistolaire, une histoire d'amour, des secrets de famille. Il avait tout pour me plaire et il m'a vraiment plu. Je pense qu'on n'était pas loin du coup de cœur. Donc, lorsque nous sommes durant la Première Guerre mondiale, en fait, on commence un petit peu avant et nous suivons Elspeth Dune, qui est une jeune poétesse qui commence à faire... à échanger des lettres avec un Américain qui s'appelle Graham et de fil en aiguille ils vont créer des liens assez spéciaux jusqu'à ce que la Première Guerre mondiale éclate et que Graham part au front. Du coup Elspeth est un petit peu démunie et elle va attendre patiemment ou impatiemment en espérant que Graham va se sortir vivant de cette malheureuse guerre. Parallèlement, nous suivons également l'histoire de Margaret pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle va se disputer avec sa maman, si je ne dis pas de bêtises, et sa maman va disparaître, enfin va partir. Margaret n'a aucune idée de où elle se trouve et elle va tomber par contre sur une lettre d'amour et elle va se rendre compte qu'il y a des choses qu'elle ignore sur sa maman et elle va décider de mener un petit peu l'enquête pour savoir finalement quelle était la jeunesse de sa mère. Je crois que j'ai à peu près tout dit avant même de vous résumer le roman. C'est vraiment tout doux. C'est de la romance mais qui n'est pas du tout cliché, qui est très belle à lire. Les lettres sont parfaitement bien écrites, elles sont pleines d'émotions et vraiment c'est un petit roman qui se lit très vite et qui est très agréable. Si vous avez un petit coup de mou, ça redonne la pêche, donc évidemment je vous le conseille. Encore une fois, nous partons dans un univers complètement différent puisqu'ici nous sommes dans un roman ado, thriller, horreur,
Voilà, un petit peu tout à la fois. C'est Phobie, écrit par Sarah Cohen Scully et publié chez Gulfstream dans leur collection Électrogène. J'avais déjà lu du même auteur Max, un livre sous fond de Seconde Guerre mondiale que j'avais aimé mais qui m'avait dérangé à plus d'un titre, qui m'avait mis très mal à l'aise en fait. Néanmoins, ça ne m'avait pas du tout refroidi et j'avais très très envie de lire ce roman. On part dans quelque chose de complètement différent. Nous suivons l'histoire d'une jeune adolescente. Anna fait beaucoup de cauchemars à propos d'un croque-mitaine qui viendrait l'enlever et un jour elle se réveille dans une cave et elle se rend compte qu'elle a vraiment été enlevée et séquestrée. Elle ne se rappelle absolument de rien et elle se demande si son cauchemar n'est pas devenu réalité. En parallèle de ça, nous suivons le commandant Ferreira qui est chargé de l'enquête et également le psychologue Monsieur Fournier qui va l'aider dans sa tâche. Pourquoi le commandant Ferreira est-il sur cette mission? Eh bien tout simplement parce qu'il avait déjà enquêté des années auparavant sur la disparition inquiétante et jamais résolue finalement du père d'Anna. Donc nous commençons sur une histoire d'enlèvement, de séquestration qui est bien flippante, je peux vous le dire, même si moi je suis pas une grande adepte de thriller donc je suis pas forcément habituée, mais pour moi ça foutait quand même pas mal les jetons. Donc on part sur cette base-là et finalement tout au long du roman, les dés sont relancés et l'intrigue part dans des rebondissements auxquels on s'attend absolument pas et à l'arrivée on n'est pas du tout c'est pas du tout ce qu'on pensait être au départ. C'est assez bien mené, c'est même très bien mené et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est ce roman qui met également en lumière des pratiques médicales entre autres assez dérangeantes. En fait c'est fou parce que Sarah Cohen Scully, même si elle a écrit quelque chose de complètement différent par rapport à Max, a aussi réussi à me mettre mal à l'aise par rapport à ce roman-là. Toutefois, je pense que je l'ai préféré et je le conseille en fait à toutes les personnes qui aiment les thrillers. Il est complètement tordu celui-là mais il vaut vraiment la peine. J'ai été soufflée jusqu'à la fin. J'ai beaucoup aimé le rebondissement final et la résolution de l'histoire, même si, comme je le disais, j'ai été parfois un petit peu mal à l'aise par rapport à certaines pratiques, notamment du psychiatre Monsieur Fournier, pour arriver à ses fins et à démêler un petit peu le gros nœud qu'est cette histoire. Avec le croque-mitaine, on part aussi un petit peu dans les mythes et légendes, dans les contes. Enfin, il y a vraiment un petit peu de tout. Ce roman est très très complet. Il sort un petit peu du lot parce que j'ai l'impression qu'on n'en voit pas deux comme ça. Vraiment là pour le coup, c'est assez innovant. Deuxième bande dessinée de ma pile, il s'agit de Un océan d'amour, écrit par Lupano et dessiné par Panaccione, publié chez Delcourt dans leur collection Mirage. Alors cette bande dessinée, on a une relation un petit peu ambiguë, elle et moi, tout simplement parce que je l'ai aimée, mais en même temps, j'ai été un petit peu déçue, sans doute parce que j'en attendais beaucoup. Cette bande dessinée était également dans ma palle depuis un petit moment. Elle m'a été offerte par une amie très chère suite à mon mariage. C'est une BD sans texte. Voilà, vous avez que les images et c'est assez déconcertant au départ. Au final, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais ce choix assez judicieux. C'est vrai que c'est un sacré travail. En tout cas, c'est ce que j'imagine. J'en suis quasiment persuadée. Voilà, un travail de scénario très poussé puisque l'auteur a vraiment dû décrire ce qu'il voulait voir dans les cases et également un gros travail pour le dessinateur qui devait vraiment permettre au lecteur de comprendre l'histoire sans un seul mot. Donc nous suivons l'histoire d'un petit pêcheur sur les côtes de Bretagne. Donc tous les matins il se lève tôt, sa femme lui fait son petit déjeuner, elle lui prépare son petit pactage du midi, elle lui met entre autres des boîtes de sardines et notre petit pêcheur fait des grimaces parce qu'il aime pas ça du tout. Et il prend la mer et il va pêcher, sauf que cette fois-ci rien ne va se passer comme prévu puisqu'un gros bateau usine va en fait accrocher le petit bateau du pêcheur dans ses filets et à partir de là on va partir dans une grande épopée avec des chassés croisés, le petit pêcheur essayant à tout prix de rentrer chez lui et sa femme qui ne le voyant pas revenir au soir part de chez elle pour retrouver son mari. Donc c'est une histoire d'amour. Une très jolie histoire d'amour entre ces deux personnages qui veulent se retrouver à tout prix et c'est également une histoire pleine de messages, des messages écologiques notamment puisqu'on va beaucoup parler de la pêche intensive, de ces gros bateaux-usines qui polluent l'océan, de la surconsommation, des grosses entreprises qui bouffent les petits indépendants, etc., etc. On peut voir plein de messages dans ce livre.
Et justement, c'est là où le bas blesse, c'est que j'ai eu l'impression qu'on abordait plein de sujets, mais qu'on n'allait jamais au bout des choses. Je pense que si on aborde cette histoire simplement du point de vue de l'histoire d'amour et de ce chassé-croisé entre ces deux personnages qui essayent de se retrouver et de rentrer chez eux, je pense qu'on sera conquis. Moi, j'attendais tellement après de tous ces messages que finalement, je suis un petit peu restée sur ma faim, même si finalement, j'imagine que les auteurs ne voulaient pas proposer de solutions, mais simplement faire un constat de la situation actuelle. J'ai bien aimé, mais j'en attendais certainement plus. Je l'ai relu 2 fois, c'est dire, pour vraiment m'imprégner, mais clairement, il m'a manqué quelque chose. Néanmoins, je sais que énormément de lecteurs ont adoré ce livre, donc s'il vous fait envie, surtout, n'hésitez pas et tentez l'aventure. Les 2 prochains romans que je vais vous présenter, je vais passer dessus très très vite parce que je vous en ai parlé déjà en long, en large et en travers. Le premier, il s'agit de Drame en 3 actes, écrit par Agatha Christie et publié chez Le Livre de Poche. Une nouvelle enquête d'Hercule Poirot que j'ai adoré. Gros coup de cœur pour Drame en 3 actes, qui est une enquête d'Hercule Poirot assez méconnue. Il y a des titres d'Agatha Christie qui sont bien plus célèbres que celui-là, et pourtant c'est une vraie pépite. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir ma vidéo exclusivement sur ce livre. Je vous le mets à nouveau dans le petit i et également en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. J'ai également lu Six of Crows, le tome 2, La Cité corrompue, écrit par Leigh Bardugo et publié chez Milan Jeunesse. Il s'agit de la suite et fin de la série Six of Crows, que j'ai adoré. J'ai adoré le tome 1 et j'attendais avec impatience de pouvoir lire le tome 2. Je suis assez fière de moi parce que j'ai lu le tome 1 en janvier et celui-ci j'ai dû lire en mai, en juin, quelque chose comme ça. Donc j'ai lu une série sur cette année. Je n'ai pas traîné. Il faut dire que c'était tellement bien. J'étais tellement contente de partir sur une série assez courte. Je trouve que 2 tomes c'est très bien. Mais là pour le coup, presque on a envie d'un 3e parce que c'est trop génial. La bonne nouvelle c'est que Leigh Bardugo a écrit une autre série dans le même univers qui s'appelle Grisha et que Milan a décidé de publier cette série. Le premier tome sort bientôt, donc j'ai hâte et je vais me plonger dedans, ça c'est sûr. Pour ce qui est de cette suite, j'ai pas vraiment envie de vous en dire grand chose parce que voilà, c'est un tome 2 et que j'ai pas envie de tout dévoiler, mais sachez que les personnages sont hauts en couleur et qu'ils font toute l'histoire. L'univers est très très sombre, mais on suit ces personnages qui essayent de survivre et de s'en sortir. Il y a beaucoup de violence. Finalement les héros de l'histoire sont des méchants, mais sont-ils vraiment méchants? Pas vraiment. Enfin, au final, on s'attache, donc on les aime bien quand même. On a envie qu'ils s'en sortent, etc., etc. J'ai fait une vidéo dédiée à cette série tellement je l'aime d'amour. Donc encore une fois, je vous invite à la voir. C'est beaucoup plus simple que finalement que si je me répétais ici. Bref, lisez cette série parce qu'elle est très très bien fichue. Le prochain livre que je vais vous présenter, je ne l'ai plus avec moi parce que je l'avais emprunté à la médiathèque et que je l'ai déjà rendu. Il s'agit de Tant que nous sommes vivants, écrit par Anne-Laure Bondou et publié chez Gallimard Jeunesse. À nouveau un roman ado qui ressemble un petit peu à un roman initiatique ou à un conte. Alors, l'histoire, nous suivons Beau et Ama qui travaillent dans une usine. L'un travaille le jour, l'autre la nuit et finalement ils n'ont que le dimanche pour se retrouver. Ils tombent amoureux et ils vivent un petit peu leur vie au rythme de l'usine jusqu'à ce que celle-ci a un accident, explose. En tout cas, il y a un gros incendie, il y a de gros dégâts humains aussi. Et d'ailleurs, Ama va être blessée dans cet incident et cela va remettre toute leur vie en question. Beau et Ama vont décider de quitter la ville et on suit un petit peu leur tribulation. Je suis assez mitigée par rapport à cette histoire. Je dois avouer que je suis partie dans cette lecture assez certaine que ça allait bien se passer parce que Anne-Laure Bondou est quand même un monument de la littérature jeunesse française. Mais finalement, j'ai trouvé que cette histoire était très particulière et surtout très sombre et c'était peut-être pas le moment pour moi de le lire, mais j'avais vraiment pas envie de ça. Au vu du résumé que je viens de vous faire, ça commence pas très très bien. Quand même 2 amoureux qui au début travaillent dans une usine d'arrache-pied ne peuvent quasiment pas se voir. Ensuite, il y a cet accident qui remet tout en question. Et
de fil en fil, de page en page, ça va de mieux en mieux, on aperçoit un peu la lumière et puis finalement non en fait. C'est une histoire triste et sombre du début à la fin et peut-être suis-je un petit peu naïve, je sais que dans la vraie vie c'est pas toujours tout beau tout rose, mais c'est vrai que quand je lis un livre j'ai envie que ça se termine bien. Alors d'une certaine manière ça se finit bien, mais en tout cas pour Bo et Ama ça ne finit pas comme je l'aurais souhaité pour eux. Et du coup, ouais, j'ai vraiment traîné ce livre qui est pourtant pas très gros et ouais, j'en garde pas un super beau souvenir. Alors je ne baisse pas les bras, je vais lire d'autres livres d'Anne-Laure Bondou, c'est certain, mais avec celui-là, ça n'a pas vraiment fonctionné. Bon, la couverture est très représentative, hein, c'est noir, voilà, c'est noir, mais je m'attendais quand même à ce qu'à la fin voilà, ça aille un petit peu mieux. J'ai eu l'impression que les personnages principaux n'avaient pas appris de leurs erreurs et se créaient un petit peu des problèmes à la fin, là où il y en avait pas. Des fois, je me dis, mais c'est tellement simple de vivre heureux sans se prendre trop la tête, mais non, a priori, c'est pas à la portée de tout le monde et c'est dommage. J'aurais préféré un message un peu plus positif. Je sais que là, pour le coup, je suis vraiment pas enthousiaste, mais ça n'a pas fonctionné. Après, j'ai pas envie de vous dire de ne pas le lire, pas du tout. C'est bien écrit et je pense qu'il y a des choses à en tirer. Il y a des messages, mais que moi, j'étais complètement hermétique à ça, du coup. Je pense que je me suis complètement braquée avec ce livre. Donc, n'hésitez pas si jamais il vous fait envie. Ça ne peut pas fonctionner à chaque fois. Pour finir, je vous présente Les Petites Reines, écrit par Clémentine Beauvais et publié, je ne sais plus chez qui, chez Sarbacane. Ce livre m'a un petit peu sauvée parce qu'effectivement, après tant que nous sommes vivants, j'ai eu un petit passage à vide. Bon, déjà, j'ai pas tellement de temps que ça pour lire en ce moment, mais en plus, il m'a complètement cassé en deux, ce livre, vraiment, hein, je suis désolée d'insister. Mais du coup, j'ai eu une petite panne de lecture, hein, même si, voilà, panne de lecture. Tout simplement, j'ai pas lu pendant un petit moment, c'est pas grave, j'ai fait d'autres choses. Mais finalement, j'avais envie de me replonger dans un nouveau roman et j'ai eu beaucoup de mal à choisir et à m'arrêter sur un livre en particulier. Finalement, je me suis dit, celui-là, il a l'air très drôle et il est pas très gros, donc ça devrait le faire. Et effectivement, ça l'a fait. J'ai beaucoup aimé ce livre. Donc, on suit 3 personnages principaux. Même 4, alors pour pas que je me trompe dans les prénoms, on a Mireille qui est l'héroïne quand même, hein, celle qui lance un petit peu le truc, Akima et Astrid. Elles sont élues dans leur lycée 3 boudins de l'année, donc les 3 filles les plus moches de leur lycée. Et Mireille, au lieu de se laisser complètement abattre, décide de prendre les choses en main. Elle retrouve donc les 2 autres boudinettes, Akima et Astrid, et elle décide de faire le trajet de chez elle Bourg-en-Bresse jusqu'à Paris pour arriver en fait le 14 juillet et s'incruster à la Garden Party que le président organise à chaque fois pour notre journée nationale. Et sur la route, elle décide de vendre des boudins, histoire de faire un pied de nez à tous ceux qui les ont élus. Elles sont quand même relativement jeunes, elles sont mineures et elles sont alors accompagnées par le grand frère de Akima qui est un ancien militaire et qui souffre d'un handicap. J'ai aimé ce livre. Alors au début j'ai eu un petit peu de mal à me plonger dedans parce que j'ai trouvé qu'il n'était pas forcément très réaliste. Évidemment moi lorsque je lis un roman contemporain je veux que ce soit crédible et que ce soit réaliste. Là pour le coup j'ai trouvé que ça n'était pas tant parce qu'on a affaire à des ados et que les parents laissent complètement partir à l'aventure sur des vélos à vendre des boudins. Voilà, enfin moi clairement en tant que maman jamais de la vie quoi, jamais de la vie, même avec le grand frère qui est là et qui les accompagne, juste pas possible. Donc au début j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire, faut être honnête, mais une fois que j'ai passé le cap et que j'ai fait abstraction de ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre qui est plein de jolis messages, voilà, qui met en garde contre le racisme, contre le harcèlement scolaire, oui, de manière plus générale. Il nous apprend à être un petit peu plus tolérants, à accepter les autres tels qu'ils sont. Et j'ai trouvé que ce livre était vraiment à mettre entre toutes les mains. Je me suis dit que si j'avais pu lire ce livre pendant
mes années lycée, ça m'aurait fait beaucoup de bien. Je n'ai pas envie que cette vidéo devienne une story time, mais oui, moi aussi, pendant mon lycée, j'ai subi des moqueries assez lourdes par moments. Personnellement, je m'en suis toujours tirée parce que je laissais glisser et que ça me passait au-dessus. Mais je me dis que si j'avais lu ce livre à ce moment-là, peut-être que j'aurais fait comme Mireille, j'aurais pris davantage les choses en main et je me serais moins laissé faire. Donc voilà, je trouve que ce livre pour ça fait vraiment un sacré bon boulot et je suis absolument ravie de l'avoir acheté pour la médiathèque où je travaille. Je le conseillerais encore et encore à tous les ados qui croiseront ma route et je vous le conseille à vous aussi. C'est une petite pépite. Clémentine Beauvais a écrit très très bien et elle a plein d'humour. Elle aborde des sujets pas toujours faciles mais elle les rend plus légers grâce à sa plume acérée et très drôle. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Promis, la prochaine fois j'essaierai de vous filmer un bilan lecture plus rapidement, histoire d'avoir moins de trous de mémoire et de vous faire une vidéo moins longue. J'espère en tous les cas vous avoir donné des idées de lecture. N'hésitez pas à me conseiller vos dernières lectures dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!